Voilà, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission. Vous savez que depuis un temps, les jeunes ont rêvé de devenir millionnaires. On en a quelques-uns qui sont déjà millionnaires. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un qui s'est dit qu'il est millionnaire. Est-il réellement millionnaire ou pas? Pourquoi on en parle? On ne se fixe pas sur lui. Parce qu'à un moment donné, ça fait la tollée. Le chef de l'État a promis aux jeunes qu'ils deviendront millionnaires et aux Congolais sous son règne. Mais comment allait-il se faire? Un jeune aussi a posé la question directe au chef de l'État pour lui dire que vous avez nommé un amateur à la tête de la RSP. Est-ce qu'il est vraiment amateur ou c'était un jugement? Nous allons parler de cela. Nous allons donc parler de l'entrepreneuriat en RDC. Nous allons parler de la RSP et de la vie et la vision même du chef de l'État par rapport aux entrepreneurs, mais la vie des entrepreneurs, la réalité. Vous voulez créer une entreprise, comment ça se passe en RDC? Nous allons parler de toutes ces choses, mais aussi de la technologie et l'accès au marché. J'ai l'honneur de recevoir Pépé Lobo. Il est directeur général d'une entreprise qui est axée sur la technologie, mais il est également responsable de cette association qu'on appelle Acoustic. Acoustic, c'est l'association des Congolais de sous-traitants dans les secteurs, dans les technologies et l'information de la communication. Pépé Lobo, bienvenue. Merci, M. Didier. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de me retrouver sur votre plateau. Et merci quand même pour cette opportunité, pour que nous puissions échanger et essayer d'éclairer un peu l'opinion par rapport à cette question entrepreneuriale et essayer d'éclairer encore sur tout ce qui se passe en termes d'accès au marché tel que vous venez de l'introduire. Et merci beaucoup. Très bien. Première question. Les gens voient Pépé Lobo, c'est vrai que vous êtes entrepreneur. On vous a aussi présenté comme DG de WSTD. Qui est Pépé Lobo? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Responsable d'Acoustic, parce que plusieurs fois vous êtes dans des conférences et Exactement. Mais qui est-ce que vous êtes? Comment vous pouvez vous définir? Bon, merci beaucoup pour la question. Au fait, déjà, d'emblée, vous m'avez déjà présenté en parlant de mon nom. Effectivement, je peux répéter. Mon nom, c'est Pépé Lobo Ngoy et je suis entrepreneur, responsable d'une société qui s'appelle WSTD. Et c'est vraiment une abréviation pour un mot en anglais, c'est White Solution for Technology and Diversity. Et à part ma société, nous avons maintenant une corporation en fait, qui est née depuis 2019. C'est une corporation en fait, qui s'occupe qui rassemble en fait, les entrepreneurs qui sont dans le NTIC. C'est pourquoi on l'a appelé Acoustic, qui veut dire Association congolaise de sous-traitants dans les secteurs de NTIC. Donc voilà un peu en bref. Et dans l'entretemps, je suis aussi encadreur des jeunes qui veulent intégrer l'entrepreneuriat. Et ça, je le fais aussi à titre gracieux pour des jeunes, créer pour eux des sociétés et les pousser à aller dans les structures de l'État pour que celles-là puissent les accompagner et voilà, et devenir pas des millionnaires, mais qui connaissent un peu le sens du business pour aller vers contribuer à l'économie de notre pays. Ah, mais ça nous intéresse. Vous encadrez donc les jeunes aussi à créer des entreprises. Ça nous intéresse beaucoup, puisque vous êtes en face des entrepreneurs. Plusieurs questions me taraudent l'esprit. Est-ce que plusieurs promesses qui ont été faites sur les entrepreneurs ou l'entrepreneuriat au Congo est aujourd'hui vivable? Je pars par les concrets. Le chef de l'État a promis de faire des millionnaires. Les millionnaires, c'est dans l'entrepreneuriat. Est-ce que les milliers de l'entrepreneuriat congolais est assaini? Bon, d'emblée, jusque-là, nous sommes, je peux dire qu'on est en plein assainissement. C'est-à-dire le gouvernement est en plein assainissement. On n'est pas encore arrivé au résultat dont le chef de l'État s'est toujours attendu. Et par contre, moi, je vous dirais que pour arriver à cet assainissement, pour arriver aussi à améliorer, par exemple, le climat des affaires, nous avons des structures qu'on a pu mettre en place. Je crois que vous êtes sans ignorer. Il y a des structures qu'on a mis pour l'encadrement des entrepreneurs. Il y a des structures qu'on a mis pour permettre que les entrepreneurs puissent accéder
au marché. Oui. Il y a aussi des structures qu'on a mis pour que les entrepreneurs puissent accéder au financement de leurs projets, ainsi de suite. Donc, je voudrais bien citer le cas, par exemple, si vous permettez, de l'ANADEC. L'ANADEC qui est là, c'est pour la formation des jeunes entrepreneurs qui sont en train d'intégrer le monde entrepreneurial. Oui. Et la FOGEC peut vous permettre aussi à bien travailler sur votre business model, voilà, ou business plan, que j'appelle en français le plan des affaires. Oui. Et à partir de là, vous pouvez aller aussi à FOGEC. FOGEC qui est des fonds de garantie pour l'entrepreneuriat, oui, au Congo. Justement. Et avec la FOGEC peut vous permettre d'accéder facilement, par exemple, au financement, tout, oui, en passant par ANADEC, qui vous montrera comment vous devez retracer votre business plan ou le plan d'affaires. Et après, ils vont analyser pour voir quelle est la capacité de financement qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Et ils vous orientent dans quelle banque vous devez aller pour avoir ces financements-là, mais avec des frais les plus moindres. Très bien. Mais à part ça, vous avez aussi, par exemple, l'ARSP, qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur dans le secteur privé, je voulais dire, je m'excuse. Et eux, ils sont là juste pour, c'est comme l'interface qui vous permet d'accéder des marchés, mais après avoir été checké chez eux, parce qu'ils vous donnent des attestations qui vous rendent éligibles et au fait à la sous-traitance. Donc voilà un peu très bien. Toutes ces structures-là. Toutes ces structures, c'est ça qui vont faire que nous puissions arriver à cet assainissement dont vous avez. Donc ces structures sont des basiques, au fait, qui peuvent permettre aux entrepreneurs de pouvoir évoluer. Nous allons en parler. On commence par exemple par les FOGEC qui communiquent un peu, mais encore moins l'ANADEC. Pourquoi je le dis? Parce que les citoyens qui nous suivent ne savent pas qu'il y a des structures d'encadrement pour avoir un financement ou être formé, parce que la formation, c'est important. Est-ce qu'il y a problème des castings à la tête de ces entreprises, parlons de l'ANADEC, FOGEC et même la RSP, parce qu'ils en parlent de moins en moins. J'ai suivi, j'ai fait des recherches. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est devenu millionnaire parce que lui, il a parlé au chef de l'État en face. Il a critiqué les DG de la RSP et les DG ayant peur, l'a donné des marchés. Aujourd'hui, il est millionnaire. Il a même fait un cadeau au chef de l'État. C'est qui celui-là? C'est Mbouyou. Il est devenu millionnaire. Il s'appelle Israël Dombouillou. Ah, Israël? Voilà. Ah oui, lui, on connaît qu'il est devenu millionnaire parce qu'il a même fait cadeau au chef de l'État. Bon, mais la question, c'est, est-ce que ces dirigeants communiquent bien? Est-ce qu'ils gèrent bien ces structures qui peuvent être les moteurs de développement de la RDC? Bon, moi, essayer d'entrer d'emblée dans leur organisation, je voudrais un peu élaguer quelques points au lieu de parler de la communication, parce qu'ils sont responsables de ces entreprises publiques. Et au-dessus d'eux, ils ont leur autorité, ou je peux dire le ministère de tutelle, qui est le ministère des PME. Et je pense que c'est ce ministère aussi, l'autorité dont je salue, le ministre de l'Industrie et des PME, M. Atou. Et j'espère qu'il a quand même un plan d'évaluation de toutes ces structures et pour se rassurer que l'accompagnement est effectif. Et pour ce qui est de la communication, ça dépend en fait de chaque directeur général, parce que ce sont des DG qui, avec son cabinet, ils doivent voir s'il faut vraiment booster leur communication. Mais d'emblée, je vous dirais, ça ne me concerne que moi. Et je suis d'accord avec vous que la communication n'est pas vraiment au top. Raison pour laquelle on s'est dit, bon, écoutez, il y a des lois qu'on a mis en place pour créer toutes ces structures-là. Surtout que vous êtes avec ces entrepreneurs jeunes que vous formez. Comme il y a des lois, moi je me dis que je dois m'accaparer de ces lois-là. Exactement. Et pour parce que déjà c'est bénéfique pour nous. Et ce sont des lois qu'on ne doit pas normalement rejeter ou faire ignorer ça à l'opinion publique et pourquoi pas aux jeunes entrepreneurs ou ceux-là qui veulent devenir des entrepreneurs, mais il faut les communiquer. Et pour ceux-là qui ne communiquent pas, moi c'est juste une petite recommandation à tous les responsables en fait,
de ces structures, en fait, d'essayer de booster un peu leur communication. Oui. Aujourd'hui, nous avons par exemple des réseaux, les réseaux sociaux. Oui. Il y a des gens qui font le digital marketing. Exactement. Nous avons des Twitter, nous avons bon, là c'est X maintenant, c'est pas des X, Twitter. oui, il y a le X, vous avez des Facebook, voilà. vous avez même TikTok, Instagram, vous avez aussi TikTok. Moi, je marche. pense qu'il faudrait qu'ils renforcent un peu pour que la vision du chef de l'État puisse être effective. Oui. Donc voilà un peu. Moi, je pouvais dire, mais m'immiscer un peu dans leur administration. Oui. Je pense que chacun est responsable de ses stratégies et moi, je ne peux que peut-être leur demander d'essayer de booster. Et il est vrai que la communication n'est pas effective sur terre. Très bien. Nous pensons aussi que c'est aussi un problème de casting, surtout au niveau du ministère, mais bon, quitte au chef de l'État de pouvoir faire son choix. La situation de l'entrepreneur au Congo. Dites-nous la vérité. Les entrepreneurs ont beaucoup de problèmes parce que après, c'est des beaux discours, mais peu d'entre eux quittent des zéros pour devenir millionnaires comme les chefs de l'État les voudraient ou comme on peut évoluer. Quelles sont les difficultés que les entrepreneurs trouvent sur le terrain et comment bypasser ces difficultés pour s'en sortir? Est-ce que c'est au niveau de loi? Parce que les lois, aujourd'hui, il y a la réhabilitation de la sous-traitance, nous avons des bonnes lois, mais quelles sont les difficultés qu'ils en prennent? Est-ce que c'est l'information? Est-ce que c'est la formation? Quelles sont les difficultés de l'entrepreneur au Congo? Bon, moi, je pense que d'abord, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que les Congolais sont intéressés à devenir des entrepreneurs? Ça, c'est la première des questions. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la population de la RDC, nous avons combien d'entreprises qui sont créées en RDC? Quand tu regardes vous permettez, je peux te tutoyer. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, quand je peux te tutoyer, je peux te vous voyer. Voilà. Alors, quand vous regardez le nombre de finalistes au niveau de l'université aujourd'hui, qui quittent l'université et vous les retrouvez dans les rues, dans les entreprises avec leur diplôme, en train de chercher du travail. Et le travail, d'abord lui-même, qui est vraiment trop rare. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une entreprise, encore un jeune étudiant qui vient de terminer, on vous demande d'abord l'expérience et tout ça. Et moi, je me suis toujours posé cette question, ça c'est entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'on demande à un étudiant son expérience? Mais ils n'ont pas alors qu'il ne peut hein. que vous brandir son diplôme, son stage, les rapports de stage et tout ça. Et ça, c'était entre parenthèses, c'est une question peut-être qu'on pourra discuter prochainement. Mais moi, je regarde des étudiants, des gens qui viennent à peine de terminer l'université, qui ne sont pas à mesure de se faire eux-mêmes créateurs d'emplois. Et ça, c'est un problème sérieux. Et moi, je me dis toujours qu'il n'y a aucun gouvernement dans ce monde qui s'était déjà mis en train de créer les emplois. Des emplois, mais vous rejoignez les chefs de l'État qui a dit la même chose. Mais les gouvernements est là juste pour accompagner les créateurs d'emplois qui sont des entrepreneurs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi on a commencé avec toi par rapport à certaines structures qui sont mises en place par les gouvernements. Pour les accompagner. Mais non, je reviens à la question que je vous ai posée. Est-ce que nous, les Congolais, les autres Congolais, parce que moi je suis dans l'entrepreneuriat, je dis, est-ce que les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut émerger qu'en devenant un entrepreneur? Et un entrepreneur, ce n'est pas seulement avoir des grandes choses. Un entrepreneur, tu peux te mettre en train de réfléchir sur, par exemple, un événement qui se crée tous les jours dans les quartiers. Et je te donne un exemple pour quelqu'un qui s'est dit, mais dans notre quartier, tous les jours, il y a des coupures d'électricité. Du coup, les gens ne savent pas charger leur téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok. Donc moi, je vais chercher une petite batterie. Et je cherche un petit convertisseur. Je mets à côté. Quand les voisins et les autres, ils ont un problème, moi, je vais commencer à charger seulement leur batterie et puis je gagne de l'argent. Vous comprenez? En fait, c'est juste un petit modèle de business. Et on ne dit pas être entrepreneur, c'est avoir
des gros bâtiments. Mais par l'exemple que vous aviez donné, oui. J'aime bien, mais j'aimerais même vous relancer là-dessus. Okay. Il ne suffit pas de créer une petite entreprise qui est rentable, parce que ces jeunes-là, demain, aura une famille, aura des besoins. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement de l'État, comme vous aviez dit? Parce qu'un jeune, c'est bien de commencer par 1, 2, 3, et puis arriver à 1000. Exactement. Oui, exactement. S'il faut commencer et rester là au coin, après, j'ai vu aussi des policiers qui sont venus, ces mêmes jeunes qui ont créé leurs propres entreprises, des policiers qui sont venus, qui ont tout cassé. Ça, c'est les réalités. Et ça, ce sont des réalités. Oui. Le problème, c'est que tout ça, c'est un manque d'information. Voilà. Tu regardes, entre parenthèses, par exemple, tout ce qui se passe dans la ville, on essaie de voir comment assainir même nos routes. Oui. Vous avez trouvé qu'il y a des garages et tout ça qu'on a mis dans les routes. Quand on vient, on vous demande. Voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours une mise en demeure, Oui. je pense, et j'y crois. Et tu vas dire à quelqu'un, d'ici 3 jours, vous devez enlever ça. Voilà. Les gens, ils ferment les oreilles. Et puis après, quand on vient détruire, on vient enlever, ils disent que non, mais les gouvernements... Ouais, les gouvernements. Et consciemment, on sait qu'on a placé la boutique, on a placé le garage à un mauvais endroit. Oui. Donc là, c'était juste pour peut-être Voilà. essayer de vous rejoindre dans la question que vous aviez. Mais sinon, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, quand j'ai posé la question de savoir est-ce que les gens savent ce qu'ils doivent faire, et je vous ai donné un petit exemple, c'était pour dire et encourager tous ces jeunes qui pensent que pour être entrepreneur, aujourd'hui, tu peux commencer avec des beignets, voilà. Là, des trucs comme ça, voilà. des petits trucs. Nous autres ici, on a vu nos mamans qui préparaient les beignets, oui. qui mettaient juste devant la barrière. Oui. Nos mamans préparaient du pain. Nos mamans vendaient, ils étaient dans la friperie. Voilà. Nos mamans vendaient de l'alcool, ainsi de suite. Et je pense que c'était des petites activités où peut-être eux-mêmes ne pouvaient même pas savoir qu'ils étaient dans le monde d'entrepreneuriat. Oui. Et dans le temps, on avait des difficultés depuis la décennie. Mais je pense avec l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, il a tout fait pour que ces structures accompagnatrices puissent aider les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui sont en train de patauger, qu'on puisse les accompagner. Mais hélas, il y a un problème très sérieux au niveau de la communication. Exactement. On a évoqué ça au début. Et je pense que les jours, ils vont booster les niveaux de communication, non seulement à Kinshasa, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas le Katanga, ce n'est pas les grandes villes, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi à Kapanga, l'entrepreneuriat, c'est aussi à Kisantu, l'entrepreneuriat, c'est aussi à Inongo. Exactement. Et moi, et Bumba aussi. Et je me pose souvent des questions, je me dis, mais écoute, ces gens-là qui sont à Bumba, par exemple, comment ils font pour créer leurs entreprises? C'est déjà une question très difficile. Moi, comment ils font J'ai pu aider aussi beaucoup de gens tout en étant, par exemple, au niveau des Kolwezi, de loin, vous avez créé, aidé les gens. Non, on les aide à créer les entreprises avec des Kinshasa. À partir de Kinshasa. Oui, quand ça rentre chez eux, ils font juste un PV plutôt, des changements d'adresse. Mais c'est ça la question. Voilà. Pourquoi ça doit être à Kinshasa et tout? C'est ça. Non, c'est question de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Aujourd'hui, on dit, si tu veux avoir les contrôles, que ce soit sur la population, que ce soit sur les entrepreneurs, sur beaucoup d'activités, il y a un principe qui dit connecte tout le monde. Exactement. Avec les nouvelles technologies, moi je pense que la République ne dépensera pas autant d'argent pour interconnecter les différents duchés dans des villes, même si on ne sait pas aller beaucoup plus dans les zones rurales. Mais en principe, on peut rester même dans leurs grandes villes pour que ceux-là puissent se déplacer, ne serait-ce qu'à vélo, pour créer des entreprises. Ça, c'est important. On va en parler, la nouvelle technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, ces jeunes qui suivent, pour créer une entreprise? Puisqu'il y a un problème de communication, est-ce que c'est facile? Est-ce que les guichets uniques qui avant étaient faciles pour avoir tout le document est encore accessible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une entreprise? Moi, je peux dire que le guichet unique doit avoir tous les éléments pour faire créer une entreprise. Le guichet unique, quand je parle de guichet unique, je regarde Kinshasa d'abord. Parce que moi, je me dis toujours, et je l'écris tout haut, Kinshasa, les Congos de Félix Antoine Tshisekedi, c'est pas Kinshasa seulement. Lui, il est le papa de tout le monde, de toutes les frontières de la RDC jusqu'au Congo profond. Et quand tu vas au niveau du guichet unique, je pense qu'ils se sont améliorés. Il y a eu des petits soucis dans le temps, ce sont des connexions, ce sont des ceci. Or, dans le temps, on pouvait créer
une société dans 3 jours. Dans moins de 3 jours, Justement. vous avez votre société. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que c'est pas vraiment si facile. Dès que vous commencez les processus, soit on vous donne les éléments au niveau du guichet unique. Oui. Attends, j'ai dit, je parle de l'identification nationale, peut-être le RSCCM aussi. Oui. Mais malheureusement, tu vas te retrouver avec ces 2 documents, mais tu manques par exemple le NIF, Voilà. les documents pour les impôts. Pour les impôts, oui. Tu manques les documents de la CNSS, Oui. tu manques les documents, je sais pas, de l'INPP. Là, tu ne peux pas les avoir en 3 jours. Tu ne peux pas les avoir en 3 jours. Ouais, Et c'est moi, impossible. je voudrais aussi peut-être interpeller aussi toutes ces grandes structures comme la DGI, comme la CNSS, de bien collaborer parce qu'ils parlent des guichets uniques. Voilà. Ça veut dire la personne doit avoir tous ces documents au niveau du guichet unique. Exactement. Mais aujourd'hui, tu vas remarquer que quelqu'un, il crée sa société après avoir attendu 2 mois ou 3 mois. Et on lui donne les identifications nationales, mais il manque le NIF. Maintenant, tu es obligé d'aller à la DGI. Alors que c'est facile, on a vu maintenant avec l'accessibilité de l'aéroport, des passeports, oui, on peut avoir un numéro NIF facilement. Alors, moi, je me demande pourquoi alors on appelle ça guichet unique. C'est ça les problèmes. Oui. Donc, il faudrait que, je ne sais pas, le guichet unique, il dépend, je pense, du ministère de la Justice. Oui. Et je voudrais quand même demander à son Excellence de voir un peu comment rendre effectif plutôt les noms ou les mots guichet unique. Oui. Et pourquoi pas essayer de discuter aussi avec les autres entités comme la CNSS, Justement. comme la DGI, et pour que quand quelqu'un crée sa société, qu'il puisse avoir tous les documents au même moment et lui permettre d'avancer dans ses projets. Très bien. Donc alors, voilà un peu les petits soucis. Alors, c'est la preuve qu'il y a encore quelques couacs et quelques difficultés à pouvoir y parler. Nous allons parler de l'autorité de régulation, l'ARSP. Il y a eu beaucoup de non-dits et beaucoup de bruit par rapport déjà au début de la gestion de l'ARSP et pendant la gestion. Nous avions entendu même l'autre fois que les directeurs généraux étaient interpellés. Alors, la question, ce n'est pas dans le fond, mais dans la forme. Est-ce que la conception de l'ARSP était une belle conception? Pourquoi? Parce que c'est une autorité de régulation, mais après, maintenant, pour avoir des marchés, il faut passer par une autorité qui doit réguler. Première question. Deuxième question, pourquoi il y a toujours des problèmes là et pourquoi l'ARSP se fiche toujours sur une catégorie d'entrepreneurs? Ah bon? Bon, ça, je ne sais pas. Et l'ARSP, comme on s'est dit, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Oui. Et on a aussi des secteurs publics. C'est l'ARMP. C'est l'autorité de régulation des marchés publics. Pourquoi on ne parle pas de l'ARMP? Les gens parlent seulement de l'ARSP. Oui. Et j'ai vite compris aussi, quand on a créé l'ARSP, il y a beaucoup de gens qui se disaient non, écoutez, même moi bien sûr, je m'excuse, je me disais que non, avec l'ARSP, on peut devenir des millionnaires. J'ai fait quand même aussi des petites conférences par-ci par-là, et c'est depuis 2019 que nous essayons de faire du bruit et d'essayer d'être proche de l'ARSP avec espoir, en fait, de devenir des élites dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avoir des millions, et chose est vraie, on ne peut pas les avoir le même jour. Voilà. Comme je vous ai dit, quelqu'un peut commencer petit et jusqu'à ce qu'il va avancer. C'est un processus. C'est vraiment un grand processus où les gens doivent comprendre. Un très bon accompagnement aussi. Exactement, ce n'est pas du tic au tac. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je pense que déjà, mettre la structure ARSP, comme on a mis la structure ARMP, mettre la structure ARSP, comme on a mis les FOGEC et les autres, moi je pense que c'est déjà une idée très très géniale. C'est une idée géniale de mettre ces structures en place. Et maintenant, tout dépendait au fait des acteurs, ou de ces acteurs, ou des animateurs de cette structure-là. Moi je pense que sur le plan stratégique, sur le plan managérial, moi, je pense pour quelqu'un, par exemple, qu'on nomme comme DG, quelqu'un qu'on nomme, je ne parle pas de l'ARSP, je parle un peu en général. Ce sont des gens, en fait, qui doivent recevoir normalement comment je peux dire, les objectifs. On lui dit, voici ta mission, voici les objectifs. Parce que les gens ont tendance à oublier
leurs objectifs principaux. Ok. Et pendant les règnes. Exactement, pendant les règnes. Quand on dit à quelqu'un, prends ça pour tel objectif, il y a des gens qui en abusent un peu, qui vont au-delà et tout ça, et il y a même d'autres qui créent un peu des filiales familiales pour essayer de s'octroyer des privilèges, bien sûr. Je ne vais pas parler des marchés parce que pour moi, j'ai toujours refusé, pour toute personne qui me dit que non, c'est l'autorité des régulations de la sous-traitance qui donne des marchés. Ils octroient des marchés. Non, ils n'octroient pas des marchés. Oui. Et moi, c'est ça un problème de communication. Oui. Et moi, je pense qu'il faut qu'on améliore un peu sur cette question, qu'ils aient le temps de bien expliquer aux jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui cherchent à accéder au marché. Donc, l'RSP, il constitue, franchement, c'est une interface qui permet à ce que les entrepreneurs puissent d'abord être qualifiés pour être éligibles à la sous-traitance. Oui. Et l'RSP a toujours communiqué ces informations. Même c'est clair sur son site. Hein. Quand vous entrez sur le site de l'RSP, vous tapez le nom de votre société, vous allez voir qu'il y a une liste qui apparaît de toutes les sociétés qui sont éligibles. Et ça, moi, j'ai trouvé quelque chose de bon. Et depuis, mais nous savons que dans la faisabilité, nous savons ce que la RSP fait. La RSP facilite l'accès au marché à plusieurs. La RSP donne parfois des marchés. Donner et faciliter, c'est deux mots différents. Donc, quand tu dis donner, faciliter, ça c'est différent. La RSP ne donne pas. Celui qui donne, c'est la société principale. Parce que si aujourd'hui, par exemple, il y a un marché des nettoyages, par exemple ici chez vous, et que moi, je décroche ces marchés-là, donc vous n'allez pas dire que comme on a publié ça, par exemple, chez l'ARSP, ça veut dire je dois aller postuler à l'ARSP. Non. L'ARSP a pu mettre quand même cet instrument-là au niveau de son site web, c'était juste pour créer un peu une transparence. Parce qu'on sait qu'il y a autant d'entreprises en RDC aujourd'hui, quand ils publient les appels d'offres, beaucoup de gens les ignorent. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est fait des bouches à l'oreille. Alors, avec ces systèmes-là, nous avons au moins la possibilité au fait de regarder à travers son site web et dire, ah voilà, il y a quand même des marchés à Kamoa, il y a des marchés à Vodacom, ou bien, non, j'enlève un peu les Vodacom, je parle un peu des miniers parce que le secteur des télécommunications jusque-là, c'est trop rare qu'on les voie publier en dehors de Huawei. Mais les sociétés télécom, ils avaient des petites difficultés. Mais j'ai vu qu'il y a eu quand même, je ne sais pas si vous avez suivi un élément sur un protocole qu'il y a eu entre les protocoles d'accord entre RPTC et RSP. C'était juste pour essayer d'harmoniser. Que vous avez même salué. Exactement, harmoniser pour voir un peu comment les choses doivent avancer, surtout dans le secteur télécommunications. Mais je peux te dire que jusque-là, bon, on n'a rien vu, rien ne change. Mais pourquoi il y a plus d'accès dans les secteurs miniers, on devrait même en parler, que dans d'autres secteurs? Parce que vous, qui êtes en face, vous êtes dans un autre secteur qui est les télécoms. La technologie. Les télécoms, nouvelles... Mais pourquoi il y a plus accès dans les secteurs miniers? C'est pourquoi je t'ai parlé ici, tout dépend des animateurs. Parce que aujourd'hui, je vais te dire, parler du secteur minier, oui, mais moi je voulais parler en termes régional. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on doit regarder seulement au fait où il y a 90% des concentrations sur l'entrepreneuriat dans les secteurs miniers, c'est le Katanga. Et bien sûr, on va dire que le Katanga, c'est les cœurs, c'est les poumons des minéraux que nous avons en RDC. Mais quand vous regardez en Bujimaï, il y a le diamant. Quand vous allez dans la province orientale, par exemple à Dourba, vous allez voir qu'il y a de l'or et tout ça. Quand vous allez... Donc, en fait, c'est un peu partout où nous retrouvons des minéraux. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait maintenant une certaine émulation des dirigeants. Non seulement les dirigeants de la RSP, mais tout doit commencer aussi au niveau du ministère de l'Industrie et des PME. Et moi, je me dis qu'à un certain moment, il faut mettre des objectifs en place. Parce que quand vous ne mettez pas les objectifs en place, vous vous dites quels sont les secteurs que nous devons nous concentrer, où nous devons nous concentrer. Et vous dites, bon, ok, écoutez, on se concentre d'abord pour les mines, on ne peut pas refuser. Mais vous dites aussi que non, attention,
il y a l'électricité, il y a l'industrie, il y a les hydrocarbures, oui, il y a tous les secteurs. Il y a plusieurs secteurs. Et actuellement, il est vrai que vous allez constater que peu de gens ont accès au marché et peu de gens sont sous-informés du fonctionnement de l'ARSP parce qu'ils pensent que l'ARSP donne des marchés. Et moi, je me dis que je suis désolé. Hein, c'est ça même les problèmes. Ouais. Pourquoi nous disons que l'ASP, on a l'impression que l'ASP donne les marchés? Ouais. Parce que l'ARSP aujourd'hui des Miguel est plus basé sur les mines. Les secteurs. D'ailleurs, il est plus lui-même au Katanga qu'ailleurs. Voilà. Okay. La question est celle-ci. Vous pensez que c'est pas l'homme qu'il faut à la place ou il faudrait qu'il puisse réajuster juste à quelques points? Dire que c'est pas l'homme qu'il faut, ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place, là c'est un peu trop dire, parce que c'est quelqu'un qui a été mandaté, avec une mission bien précise, et on sait évaluer quelqu'un quand il arrive à la fin, bien sûr. Voilà. Et il y a seulement l'autorité suprême et le gouvernement qui savent pourquoi ils l'ont mis et pourquoi est-ce qu'il est là jusqu'à présent. Tout dépend de la façon dont ils se sont tracés. Ils sont en train d'appliquer le stratégie. Oui. Et moi, je voudrais dire, je repose encore la question, est-ce que, par exemple, la population quinoise, moi j'ai été dans plusieurs conférences, en national, en international, mais je me pose beaucoup de questions. Il y a des gens qui font les commerces, mais qui ne veulent pas se rendre leur activité formelle. Parce que c'est en rendant l'activité formelle qu'on va se rendre compte que, voilà, vous êtes entrepreneur. Et la communication, elle s'est faite dans quelle langue? La communication s'est faite en français, alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent en lingala. Exactement. Donc, c'est pourquoi on dit notre pays, c'est un pays qui a 4 langues. Il faudrait qu'on puisse, encore une fois, essayer de booster les niveaux des communications à tous les niveaux. Mais ils veulent pas, en fait. Les dirigeants, les décideurs ne veulent pas que l'information passe. Ça dépend, moi je peux te dire, ça dépend de la volonté. Ça dépend de moi aujourd'hui, je peux te dire que il y a même des gens qui peuvent dire que non, vous surfez-vous avec l'ARSP et des histoires comme ça. Ils nous voient parce que nous avons compris pourquoi est-ce que le gouvernement a mis cet instrument à notre disposition. Et nous nous sommes accaparés de ça. Vous comprenez? Mais si nous-mêmes on ne s'accapare pas de ce qu'on a mis à notre disposition, c'est une erreur. Et je l'ai dit sur d'autres chaînes, que j'ai vu des gens en train de s'attaquer beaucoup plus aux individus au lieu de regarder d'abord l'avantage de cette structure. Alors, ils ont ramené les débats ailleurs, ils ont politisé la structure et la personne ou les dirigeants de tel autre, c'est pas seulement le DG Miguel. Justement. Il y en a d'autres, mais on va en parler. Mais nous pointons du doigt. Il y a des opportunistes. En fait. Mais nous pointons du doigt, M. Pepel, parce que c'est là qu'il y a le problème. Quand il y a un jeune qui les dit comme ça en face du chef de l'État, regardez, chef de l'État, vous avez nommé quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le secteur, un amateur dans le secteur, alors que nous voulons créer des millionnaires. Après un temps, les bénéfices, c'est que le monsieur avait accès au marché, c'est-à-dire, on n'a pas compris. C'est comme ça qu'on s'est dit, c'est Miguel Ndapé, ça va marché, parce qu'il est un peu plus chaud. Non, moi, c'était l'ignorance. Et c'était l'ignorance que moi, je suis en train de chercher un peu à élaguer cette ignorance-là. Parce que beaucoup de gens, je répète, ils pensent que quand vous allez à l'ARSP, je ne suis pas là, je ne parlais pas juste pour chercher à couvrir les animateurs de l'ARSP, mais moi je parle des réalités pour éclairer l'opinion. Que les gens sachent que toutes les structures qu'on a mis pour accompagner les entrepreneurs, nous devons nous accaparer de ça. Parce que ça nous appartient. Les dirigeants vont partir. Vous comprenez? Si tu peux aller aujourd'hui, on venait à peine de remettre l'ancien DG au niveau de l'ANADEC. Mais écoutez, mais c'est lui, il était là, il est parti, il y a eu quelqu'un d'autre, et puis lui, il est revenu. C'est pour vous dire que quand on vous engage aujourd'hui, vous devez commencer à réfléchir votre sortie. Votre sortie. Il y a d'autres qui pensent que quand je deviens
tel responsable, regarde comment il y a l'engouement, même sur la nomination des ministres. Je suis sûr, il y a d'autres... D'autres ne répondaient plus au téléphone. Maintenant, ils commencent à nous appeler. Ils commencent à nous appeler. Mais il faut parler de moi. Non, mes chers ministres, il y a un engouement, s'il te plaît. Exactement, où des gens cherchent nécessairement à rester sur ces postes-là. Ouais. Et moi, s'il y a un message que je pouvais passer peut-être à notre autorité suprême, qui est le chef de l'État, moi je crois qu'il faudrait qu'on définisse d'abord l'âge. C'est très important. L'âge. Il faut qu'on fasse des réformes par rapport aux gens qui doivent travailler dans les institutions. Quelqu'un qui a déjà été ministre une fois, vous pouvez dire non, il est ministre une fois, deuxième fois, on s'arrête par là. Et non pas des gens qui se sont éternisés au pouvoir. Ils ont travaillé à Mobutu, ils ont travaillé avec Kabila les pères, Kabila fils. Maintenant, il y a Tshisekedi. Donc, ils se sont habitués du pouvoir. Ils peuvent se dire 10 ans, je suis ministre et je reste là. Exactement, c'est pourquoi vous allez voir que le système, à un certain niveau, il est en train de débloquer. Or, nous avons des jeunes étudiants. Des jeunes sont là, capables de changer la donne. C'est-à-dire, avec des nouvelles réformes, parce qu'il ne faut pas rester sur des lois qui sont muettes. Toutes les lois sont bonnes, mais il faut avoir des jeunes qui ont les sangs chauds, qui peuvent accompagner les chefs de l'État. Pour matérialiser. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, déjà quand tu regardes, au fur et à mesure qu'on avance, aujourd'hui, je ne peux pas trop courir. Par exemple, Netouano Betabal, on l'a dit à Lingala, tu vas donc toujours... vous pensez aussi qu'il faudrait plus on prend de l'âge, plus on prend de l'âge, moi je pense que donner 60 ans, c'est trop. Pour quelqu'un qui a travaillé jusqu'à peut-être à 55 ans, vraiment, il faut les pousser à devenir aussi entrepreneur. Même si vous vous êtes accaparé beaucoup d'argent du gouvernement, bon, on vous observe et non pas vous construisez des bâtiments qui ne servent rien à la population. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bon, ok, je ne suis plus ministre, je me lance dans les activités. Mais hélas, il y a beaucoup d'anciens ministres, des gens qui ont travaillé dans nos institutions, ils sont incapables, incapables, je t'ai dit, de créer leur propre société. Vous savez pourquoi? Mais ils ont l'argent. Ils ont fait ce qu'on appelle la thésaurisation. Et ils ont l'argent, mais incapables de créer leur propre société. Ils ne savent pas justifier aussi où ils ont trouvé cet argent. Vous comprenez? Ça, c'est un problème très sérieux. Il y a des gens qui enterrent même l'argent dans les mains. Oui, mais parce qu'ils ont volé. On connaît comment est-ce que... Voilà. Alors, moi, je me dis que tout dépend des animateurs. Quand on nomme quelqu'un, cette personne, je suis sûr, il y a un certain un pouvoir discrétionnaire pour le chef de l'État. Il a pu discuter avec la personne, il voit que non, cette personne pourra me rendre... Même lui-même, le chef de l'État, il est vilipendé, n'est-ce pas? Justement. Il est vilipendé, les gens disent que bon, voilà, et tu sais qu'il dit, il ne fait rien, ainsi de suite. Mais en réalité, est-ce que c'est le moment où vous devez évaluer quelqu'un? Non, il faut laisser que quelqu'un arrive à la fin de son mandat et là, vous pouvez maintenant commencer à évaluer. Très bien. C'est pourquoi moi, je t'ai dit, les gens qu'on nomme aujourd'hui comme des mandataires, nous, avec tout le respect, on les regarde. Nous regardons beaucoup plus les structures de l'État pour qu'ils ne les détruisent pas. Voilà. Restons dans ces structures-là. Je vais reposer ma question. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui par rapport aux animateurs de ces différentes structures? Parce que, pourquoi je pose cette question? Parce que les jeunes restent toujours pauvres. Ils tendent la main parce qu'il n'y a rien. Ils tendent la main, c'est vrai qu'il y a un problème de communication, mais ceux qui peuvent aussi avoir la communication, il y a un problème de moyens, il faut aller ça et là pour avoir accès au marché ou même les documents les permettant de pouvoir structurer. Est-ce que quelqu'un, un entrepreneur qui s'est dit, bon, je suis dans la technologie un peu comme vous, je vais créer mon entreprise. L'encadrement, elle est bonne, l'accompagnement, ainsi que même les autorisations et autres au niveau de l'RSP. D'emblée, je vais te dire que la majorité n'est pas satisfaite. Si la majorité n'est pas satisfaite, c'est par rapport au niveau de FOGEC et au niveau de l'RSP. L'ANADEC, encore, je comprendrai un peu parce que c'est des formations, ainsi de suite. Et ils sont, ANADEC existe au moment où nous tous nous étions déjà dedans. Néanmoins, j'ai eu à côtoyer quand même quelques personnes pour l'encadrement des entrepreneurs que j'ai pu, des entreprises que j'ai pu créer pour les jeunes et pour les femmes. Tu vois, pour qu'ils accèdent un peu, surtout dans l'agriculture, pour qu'ils accèdent aux subventions. Alors, je voudrais dire, on n'est pas content. On n'est pas content. Pourquoi? Parce que, quand tu pars aujourd'hui à FOGEC, tu dis, bon, voilà, voici, moi, je suis fournisseur des services. Il faut
faire une différence. Hein, il y a une nuance. Oui. Il y a les fournisseurs des services et puis vous avez aussi les fournisseurs des biens, des produits. Vous comprenez? Fournisseur des services, c'est quelqu'un qui est sous-traité. Vous êtes chez vous ici, vous dites, non, on a besoin de nous mettre des trucs informatiques. Vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Et là, c'est un service. Et il y a des fournisseurs des biens qui vous donnent, par exemple, les pièces détachées, qui vous vendent des produits, et ainsi de suite, leurs propres produits peut-être, d'autres importés. Là, c'est deux types de fournisseurs. Et quand moi, j'ai été, par exemple, à Fogec à plusieurs reprises, j'ai discuté un peu des responsables, ils m'ont dit, oui, en tout cas, M. Pepel, c'est une très bonne idée d'abord de nous approcher. Nous avons des moyens, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Fogec n'a pas d'autre ressource que recevoir les 0,2% qui reçoivent de l'ARSP. Parce que normalement, en fait, je voulais un peu éclairer l'opinion, c'est que aujourd'hui, nous qui travaillons par exemple dans les secteurs privés, donc à chaque paiement, l'entrepreneur ou l'entreprise principale, il vous retire 1,2%. L'entreprise principale sur chaque facture. Exactement, sur chaque facture, je peux dire, voilà, il vous retire, si vous avez $1000, on vous retire 1,2. Et les 1,2, on ramène ça vers l'ARSP. Parce que c'est les 1,2, les 1% va permettre à ce que l'ARSP puisse survivre administrativement et avec puisse travailler, les personnels, les frais opérationnels, ainsi de suite. Et les 0,2 de ces 1,2 va vers Fogec. Et c'est ces fonds qui arrivent à Fogec qui va permettre que Fogec puisse se porter garant à un certain moment pour assister le... Et on n'est pas satisfait, pas parce qu'il y a des mauvais dirigeants. On n'est pas satisfait. Pourquoi? Non, on n'est pas satisfait parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Moi, j'arrive comme fournisseur... Il n'y a pas de fonds. Moi, j'arrive comme fournisseur des services. J'ai besoin de $500 000. Je ne pense pas que le Fogec... S'il y a $500 000, rappelez-moi, je vais passer. Mais ils n'ont pas cette capacité. Ils n'en ont pas. Non. Il y a l'argent où ils peuvent aider les startups, les petites sociétés qui commencent... Qui 30 000, 20 000 $. 30 000, jusqu'à même à 50 000. Mais si nous sommes à 2, nous avons demandé 1 million. Parce qu'il y a eu de forts, on peut tomber sur des grands projets, des fibres, les miniers, ils arrivent jusqu'à peut-être à des chiffres d'affaires de plus de 10 millions, 30 000. Exactement. Mais s'ils arrivent là-bas, alors que Fogec n'a que 10 millions de $, je pense qu'ils vont tout rafler. Et on n'est pas satisfait. Donc il y a un problème de fond. On n'est pas satisfait parce que je ne connais pas, je sais qu'à une période, l'ARSP ne rétrocédait pas les 0,2%. Après un temps, j'ai vu par la voie des médias qu'ils ont pu commencer à rétrocéder. Ils se sont entendus pour que cela puisse se faire automatiquement. Ça, j'ai appris. C'était vraiment, j'étais très content en voyant cela. Mais hélas, génial, si cela avait commencé depuis bien longtemps, avec tous les grands miniers que nous avons, quelqu'un qui a 100 millions de $, qui a 30 millions de chiffres d'affaires, je pense que ça pouvait te faire, déjà quand tu as 1 million de $, ça te fait 10 000 et quelques ou 11 000 $ qui vont entrer au niveau de l'ARSP, comme 1,2. Lui aussi prend les 0,2, il renvoie. Et tu t'imagines un peu le nombre d'entreprises dans tous les secteurs. Je suis venu voir où les Fogec travaillaient en collaboration avec les FPI. Exactement. Pour pouvoir pallier sur cette question. Exactement. Mais c'est pourquoi tu as vu que on commence à impliquer maintenant même la FPI, parce que la FPI peut arriver, je pense, jusqu'à 50 000 $. Mais c'est pas toujours fameux. C'est qu'il faut qu'on étudie comment est-ce que le Fogec doit être encore ravitaillé. Mais après, il faudrait encore rentrer en détail, parce qu'on dit aussi des Fogec que ceux qui ont accès au marché doivent être interconnectés. Les partis politiques, les dirigeants du parti politique doivent vous donner la passe. Il y a beaucoup de choses, c'est pas du jour au lendemain. C'est une culture. Moi, quand je l'ai dit, j'ai vraiment pitié même au chef de l'État qui vient avec une vision. Et derrière cette vision, il y a des gens qui se font amasser de l'argent. Chaque fois quand je regarde, je me dis, mais moi, un poste comme ça d'un chef d'État, même si vous me donnez ça gratuitement, je ne vais pas prendre avec cette culture, avec des Congolais, notre façon de nous vilipender dans les médias, notre façon de faire les choses. Quand tu pars pour qu'on te donne une responsabilité, tu jures, tu dis non, si vous mettez moi, vous savez, je vais faire ça. Mais le gars arrive, d'abord il commence par engager ses frères, ses sœurs,
lui-même, il crée beaucoup de sociétés et il commence à sa propre famille. Exactement. Et alors automatiquement, c'est lui qui emmène un dossier. S'il est de la famille, les dossiers quand même lisables. Je ne peux pas nier, mon frère, qu'aujourd'hui, les niveaux de corruption, les niveaux de détournement, même le chef de l'État l'avait décrié, et je pense il a dit, en tout cas, je ne savais pas que c'était à ce point. Le détournement était jusqu'à ce point. Exactement. Et là, ça m'avait aussi interpellé. Moi, je me dis, non, mais quand je lui ai dit, oh mon Dieu, les pauvres, ils souffrent. Mais les gens, ils n'ont pas pitié. Mais en fait, ils voulaient passer un message, et ces messages-là étaient très forts. Et ceux qui vivent ça, ce sont les entrepreneurs. On te donne une responsabilité, tu jures, et derrière, tu commences à faire des magouilles. Je vais te dire aussi une chose, que moi, je voudrais quand même essayer, je parle des réformes, il faudrait qu'on regarde dans les entreprises publiques. Parce que quand tu regardes bien les entreprises publiques, ça marche pas. Rien ne marche. Dans les entreprises publiques, rien ne marche. Quand on met quelqu'un, soit ce sont des agents qui arrivent tard au bureau, et vous remarquez qu'il y a de l'argent, que les gens sont en train de s'amasser. Un petit monsieur que tu vois qui travaille par exemple à truc, bon je ne vais pas citer les noms d'entreprise, mais vous voyez que le gars a des immeubles. Tu t'imagines, mais c'était... L'entreprise va mal, mais lui-même va bien. Lui-même il va bien. Alors moi je m'étais dit qu'il faudrait qu'ils mettent une certaine forme de gouvernance dans chaque entreprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de l'État qui ne sont pas numérisées et les gens préfèrent travailler, par exemple, avec du cash. Vous comprenez? Ils travaillent avec du cash. Quand vous demandez qu'on puisse numériser, que ce soit au niveau des finances, au niveau de passation des marchés, c'est-à-dire le service d'achat, ou les gens appellent ça en anglais, les procurements et tout consort, et les ressources humaines même, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. On ne veut pas contrôler combien d'argent qu'il y a dans ces sociétés. Et des deux, on ne veut pas contrôler les transactions d'argent, comment ça s'est fait, surtout au niveau des finances. Où vous trouvez par exemple quelqu'un qui a la trésorerie, il a son propre petit système qu'il lui utilise, qui n'est pas interconnecté avec les systèmes des services des budgets. Ils veulent les quand vous allez par exemple au niveau des comptabilités, en fait il n'y a pas une certaine opérabilité entre les budgets, le finance et la trésorerie. Et comment cela va fonctionner? Donc ça, c'est une très grande difficulté. Et moi, j'ai toujours opté pour que, bien sûr, moi, je suis aussi expert en trucs dans le numérique. C'est-à-dire, j'ai toujours demandé et opté pour que le numérique puisse être effectif en RDC. Très bien. Alors, il y a eu beaucoup de plans qu'on nous a lancés et tout ça. Non, j'ai pas fini. Les ministères du numérique, je voulais ajouter autre chose. Qui n'a pas marché. Voilà, j'ai pas fini, mais je voulais ajouter autre chose. Par exemple, au niveau de directeurs généraux. Vous trouvez des directeurs généraux qui ont, par exemple, les directeurs généraux adjoints, n'est-ce pas? Et où on vous dit qu'un directeur adjoint ne peut agir que quand le directeur, l'autre n'est pas là. Et j'ai toujours analysé cette question-là. Je me dis, comment on veut faire évoluer les choses si ces directeurs-là, on ne lui attribue pas certaines fonctions. Déjà à la nomination. Et comme les vice-gouverneurs. Les vice-gouverneurs, ils sont vraiment, moi je peux dire, ils sont là comme des figurants. Justement, et ça, ils sont en train, dans l'entretemps, il y a de l'argent du trésor public qui est en train de sortir pour les payer. Je vais te choquer. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le DGA des entreprises publiques de l'État, ils ne sont pas membres du conseil d'administration, par exemple. Pourquoi? Parce que moi, je me dis toujours, un DG, c'est le seul employé du conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration, il vous met des stratégies en place et puis il les dicte. Il demande à ce que le DG puisse aller les implémenter. Le DG qui est nommé sur la même liste que les DG n'est pas membre du conseil. Vous laissez par exemple un DGA, ok? Lui, il dit, bon, on dit que le DGA, il n'est pas. Mais un jour, le DG voyage. Quand le DG voyage, le DGA, il n'a pas toute la vision de l'entreprise. Parce que quand vous êtes en train de traiter dans les conseils d'administration, vous devez comprendre qu'il y a certaines stratégies qu'il faut mettre en place, que le DGA aussi doit être là pour renforcer
votre système managérial. Et ça, c'est une très grande difficulté. Alors, les temps passent si vite, on me signale même qu'on est presque à la fin. Déjà? Oui, il y a encore plusieurs questions. Alors, je vais vous poser une ou deux questions. Okay. Vous êtes dans les numériques, vous êtes dans la nouvelle technologie. Oui. Et aussi dans l'entrepreneuriat en général, justement, parce que là, j'encadre comment des gens. Ça se passe, l'entrepreneuriat sur les numériques? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a même eu un ministère du numérique qui a été nouvellement créé, mais après, ce ministère a été fusionné. Alors que ça aurait pu décanter beaucoup de choses, notamment la corruption, notamment l'évolution de beaucoup de choses. Nous sommes il y a même un plan du numérique. Oui, même dans l'armée, quand le chef de l'État qui dit que les hommes sur terrain à l'Est étaient autant, alors que sur la liste, c'était plus d'un millier. Ça, c'est les numériques. Comment vous évoluez, entrepreneur, dans les secteurs numériques et de nouvelles technologies? Est-ce que ça marche? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Bon, moi, je peux te dire que je suis parmi les gens, parce qu'une association, ça n'existe, de avoir l'autorisation du ministère des tutelles. Je pense que tu peux regarder dans mes posts, que ce soit dans les TikTok. J'ai eu à plusieurs reprises rencontré notre autorité, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le ministre Kibasa, qui a toujours laissé ses portes ouvertes pour nous, qui sont dans cette association. Et nous lui avons déjà posé plusieurs problèmes. Il a toujours dit qu'en tout cas, les voies sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Si vous avez un problème, vraiment, n'hésitez pas de me voir. Mais je pense que, en tant que responsable de tout ce qui est numérique, nous avons numérique et technologie. Nous avons aussi l'ARPTC. Parce que l'ARPTC joue un très grand rôle aujourd'hui avec l'octroi des agréments. Exactement, les légitimités. Voilà, et donc ils sont là pour homologuer peut-être les équipements, il faut l'homologation, ils donnent des fréquences, ils donnent des licences, ils donnent des agréments, ils donnent ceci. Donc nous sommes accompagnés en termes de licences et agréments, surtout en termes d'agréments, par l'ARPTC. Et à partir de l'ARPTC, si vous n'avez pas cet agrément, bien que vous pouvez être sous-traitant, vous aurez des difficultés au fait, à travailler comme sous-traitant dans des entreprises de télécommunications. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La plus grande difficulté, au fait, pour répondre à votre question, c'est que pour accéder à ces agréments, je t'ai dit que ça te coûte trop cher. Quand tu trouves une petite société qui fait de la fibre optique, par exemple, ici au Congo, il y a des agréments de 10 000 $. Ah bon? Et je t'ai dit, un agrément de 10 000 $ pour un entrepreneur, c'est... Exactement, c'est déjà un chiffre d'affaires. C'est le capital. On demande 10 000 $ pour avoir, par exemple, l'agrément des fourreaux et tout qu'on sort. Et quand vous l'avez, c'est pour 5 ans. Et à la fin de chaque année, vous devez payer encore 1 000 $. C'est une façon de te dire, tu payes l'agrément à 10 000 et chaque fin du mois, tu dois payer au moins 1 000 $. Quelque chose comme ça. Donc à chaque fin d'année. Voilà, c'est pourquoi moi je voulais dire que dans notre secteur, il faudrait qu'on puisse vraiment assainir. On est aussi victime parce que, bien qu'on a parlé de la sous-traitance, on est victime parce que depuis que notre association existe, bien qu'on a pu accompagner, on est en train d'accompagner cette structure parce qu'on s'est dit que c'est par là où nous pouvons aussi avoir beaucoup d'échanges. Mais je peux te dire que dans notre secteur, il n'y a rien qui est fait. Et moi, rien du tout. Donc... Rien du tout. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises, même le DG de la RSP, je lui dis que non, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que donner un marché à une personne, alors que dans l'association, on est plus de 100, plus de 200, c'est parce que vous n'avez pratiquement rien fait. Et mais s'il n'a rien fait, c'est qu'il a échoué? Il n'a rien fait. Le plus grand problème, c'est que aujourd'hui, vous allez constater que l'ARSP devait normalement faire bouger ses inspecteurs, répertorier toutes les sociétés, non seulement dans les télécoms, mais dans tous les secteurs. Et à partir de là, vous devez voir qui est en train d'utiliser des sociétés qui ne sont pas capitaux majoritairement congolais pour voir comment intégrer les nationaux soit dans les mêmes sociétés, mais qui vont diminuer leur part. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est quand vous faites, par exemple, une dénonciation à l'ARSP que nous avons constaté que tel endroit, telle société utilise des gens comme ça. Et là, vous allez voir que l'ARSP se relève. Nous avons fait des dénonciations. Donc, l'ARSP réagit après. Bon, ils réagissent, mais écoute, ce qui se passe derrière, en fait, quand ils réagissent, vous allez voir qu'on suspend, on radie autant d'entreprises, vous avez suivi. Mais après, si je vous disais que toutes ces entreprises ont déjà repris.
toutes les entreprises radient avec pompe, ils ont médiatisé, toutes ces entreprises ont repris. Ils ont repris et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont se conformer, d'accord? Ils rentrent à la RSP, après vous apprenez qu'ils se sont conformés. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a eu un prêtement. Ils font des Congolais, parce que normalement pour être éligible à la sous-traitance, vous devez avoir au moins 51% en tant que Congolais et 49% si vous vous associez à un étranger. On pouvait avoir 100%, c'est votre société. Et ce qui s'est passé, c'est que les autres reviennent avec des faux Congolais. Bon, un Congolais, mais qui n'est pas un vrai actionnaire dans l'entreprise. Ah, mais ça c'est grave. On lui dit, mais je te dis, il y a eu même des dénonciations qui sont faites par eux-mêmes. Ils prennent des gens qui ne connaissent rien, mais qui le mettent là. Exactement, il y a des gens qui sont retournés. Pourtant, quand vous faites ça, c'est pour que les nationaux puissent intégrer, en fait. Les nationaux connaissant la matière, mais là, ils n'intègrent pas. Je ne parle pas seulement du télécom. Allez-y faire vos enquêtes. Vous êtes des journalistes d'investigation aussi ici, vous pouvez vérifier. Et je peux vous dire qu'au niveau d'octroi des marchés, bon, pas d'octroi, mais des facilitations d'accès au marché, notre secteur, je peux te dire qu'il n'y a rien qui est fait. Et j'espère qu'avec l'apport de cette révisitation de la loi sur la sous-traitance et la proposition de la loi sur les contenus locaux, nous pourrions peut-être avoir un gain de cause. Très bien. Mais sinon, moi, jusque-là, vous n'êtes pas satisfait parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On n'est pas du tout satisfait moi, je vous invite, les efforts que nous sommes en train de faire. Très bien. Moi, je vais vous inviter à multiplier la communication parce que ces choses ne sont pas dites, encore moins connues. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Oui, mais on a fait peu de temps là. Une heure est passée comme ça. Une heure déjà ou à 55 minutes. Mais un mot de la fin. Alors, un petit mot de la fin, c'est que je voulais juste d'abord remercier le chef de l'État, qui est l'autorité suprême, parce que si aujourd'hui nous essayons à être des entrepreneurs, c'est parce qu'il a montré cette volonté de mettre des structures en place qui doivent nous accompagner. Mais certes, nous voudrions lui demander que prochainement, il faut qu'il voie quels sont des vrais animateurs qu'il faut mettre dans ces structures, c'est-à-dire des gens qui comprennent comment l'entrepreneuriat fonctionne, comment les trucs, l'accès au marché fonctionne, et voir même comment les gens peuvent être à mesure de répertorier tous les secteurs afin qu'il n'y ait plus de plaintes comme ce que nous sommes en train de faire sur ces plateaux. Et dans l'entretemps, au deuxième point, j'encourage tous les entrepreneurs et ceux-là qui pensent qu'ils peuvent entrer dans le monde d'entrepreneuriat, de ne pas se décourager. Et il faudrait que vous et moi, que nous puissions nous accaparer de toutes les structures que notre gouvernement a mises en place pour qu'au lendemain, qu'on puisse parler des élites congolais et des millionnaires tels que, tel que le chef de l'État a toujours souhaité. Très bien. Donc, merci beaucoup. Nous pensons qu'il faut quelqu'un comme un Jules Alinguete, par exemple, à la RSP, ou soit quelqu'un de comme ça. Non, bon, il faut éviter les populismes. Oui. Il faut éviter les populismes, il faut laisser que les résultats parlent. Très bien. Aujourd'hui, pas de populisme, pas trop de tambours, ni de communication. Il faut éviter ça. Il faut laisser que vous ne pensez pas les résultats en l'homme, il y avait aussi la rigueur? C'est-à-dire quand on parle de quelqu'un comme Jules Alinguete, c'est vrai qu'il travaille trop avec les hommes des médias. Non, je n'ai pas dit que Jules Alinguete était un populiste. J'ai dit qu'il faut qu'on évite les populismes. C'est-à-dire les gens qui ont tendance à faire une visibilité de leurs petites actions parce qu'ils ont remis peut-être le marché ou parce qu'ils ont fêté l'action. Quand tu regardes TV5, on ne voit pas des ministres sur le terrain en train de montrer comment ils construisent un terrassier. Aujourd'hui, quand tu construis par exemple un petit truc, tu fais trop du bruit alors que c'était les droits. J'ai vu des gens une fois, dans une cité, je m'excuse, dans un quartier où on a résolu le problème des transformateurs d'électricité, les gens commençaient à danser. Moi je dis, mais vous êtes mort, vous dansez pour qui? C'est votre droit en fait. Voilà, c'est un problème sérieux. Accaparons-nous de nos lois et nous allons voir les résultats. Très bien. Accaparons-nous de nos lois. Et les lois, parfois, c'est ici sur Vraie Version. Ces genres d'émissions qui sont en même temps informatifs et instructifs pour essayer un peu de connaître. Nous avons beaucoup de sujets où nous allons continuer, mais ça sera au prochain numéro. Restez donc branchés. Bonsoir chez vous. Merci.